Salut tout le monde, en ce moment c'est la frénésie et même l'hystérie des NFT. Certains deviennent millionnaires en une semaine, il y a des sociétés qui lèvent des millions en 35 secondes en vendant qui des morceaux de terrain virtuels, qui des œuvres d'art ou des armures ou des projets de jeux vidéo qui n'existent pas encore. Et je voulais faire un petit point là-dessus, mais essayer d'élever le débat sur un domaine dont la culture en général ne touche pas les habitués des NFT et des crypto-monnaies, avec la grande question conductrice de cette vidéo: est-ce que le Louvre doit faire des NFT? Alors, quand on met le Louvre, institution séculaire, très respectée, donc évidemment très lente, très administrée, qui est incapable de prendre ce genre de décision toute seule, mais qui en réalité pourrait tout à fait vendre des versions digitales de ses œuvres sur le marché des crypto-monnaies, on essaie justement d'élargir le champ traditionnel des vidéos sur les crypto-monnaies et sur les NFT en particulier, dont la hype, dont la frénésie et l'hystérie ne sont vraiment pas appelés à s'arrêter pour tout un tas de raisons. Alors, pour mon audience en général, c'est quoi un NFT? Non-Fungible Token, donc jeton non fongible. Par jeton, on entend une crypto-monnaie, donc échangeable sur les réseaux des crypto-monnaies, comme par exemple Ethereum, Solana ou Polkadot. Et non fongible, c'est-à-dire que contrairement à une pièce, cette crypto n'est pas échangeable avec n'importe quelle autre crypto. Comme une œuvre d'art ne vaut pas n'importe quelle autre œuvre d'art, eh bien un jeton non fongible ne peut pas être échangé contre n'importe quel autre jeton non fongible. C'est tout ce qu'il faut savoir. En général, bien sûr, les NFT représentent des œuvres d'art, mais ça peut représenter autre chose, comme du cadastre virtuel dans Second Life. Alors, c'est pas dans Second Life en l'occurrence, mais dans des jeux comme Second Life, comme par exemple Decentraland, eh bien vous pouvez vendre soit des objets virtuels, soit des lots immobiliers, en fait du foncier. Et dans certains jeux vidéo, comme Axie ou d'autres, vous avez des lots immobiliers qui partent pour 100 000 balles pour quelques pixels. C'est complètement délirant. Et la période, en fait, fait que aussi bien les peuples n'ont plus vraiment confiance en les monnaies d'État, et je le comprends, puisque 40% de tous les dollars existants ont été imprimés cette année, en fait. Donc 40% de tous les dollars existants ont été imprimés en 2021. Il faut juste remettre ça en perspective. Pour l'instant, ce sont les marchés financiers qui prennent l'essentiel de cet argent, donc c'est pour ça que des grands groupes comme LVMH ou autres continuent à monter en valeur malgré la baisse dramatique de la consommation dans les années 2020-2021, parce qu'en fait, il y a une inflation, mais pas dans la vraie vie encore. Bon, dans la vraie vie, on commence à la voir, avec regarder le prix de l'essence, etc. Mais là, c'est plus des questions d'offre et de demande pour l'instant, même si l'inflation existe pour de vrai. Mais l'inflation, pour l'instant, elle est captée par les marchés financiers. Ce qui fait que des gens s'enrichissent artificiellement avec l'argent des banques centrales, qui n'ont pas techniquement le droit de racheter des actions d'entreprise sur les marchés financiers, mais qui, par des moyens détournés, y arrivent avec exactement le même résultat. Donc dans ce cadre-là, évidemment, la confiance des peuples étant particulièrement entachée envers les monnaies d'État, ça fait aussi que les NFT sont en train de grimper, comme le Bitcoin est en train de grimper, qui n'est évidemment pas un NFT, mais d'une façon générale, les gens se préparent à un plan B où il faudrait des cryptos, et où on ne pourrait pas avoir confiance en les monnaies d'État, spécifiquement parce qu'on peut aussi envisager, dans un futur très proche, si l'Australie crée des camps pour les non-vaccinés, si Bill Gates avait donc, c'est pas du tout une théorie du complot, c'est tout à fait exact, la fondation Bill et Melinda Gates a contribué à un brevet de carnet vaccinal sous la peau, si dans un an ou deux, eh bien, vous ne pouvez même plus utiliser l'argent en fait sans avoir une puce, oui, les cryptos vont devenir particulièrement intéressantes, même si elles l'étaient, ne serait-ce que par les délires absolus de la planche à billets dans le monde. Donc, les NFT contribuent aussi à cette hype, enfin plutôt surfent sur cette hype, mais ils contribuent parce qu'il y a des effets un peu d'entraînement comme ça, où il y a des cercles vertueux qui se forment et qui peuvent amener bien entendu à des bulles, il faut pas se faire d'illusions. Il y a un autre aspect, maintenant en matière de spéculation. Je vous avais fait une vidéo sur l'arnaque de l'art contemporain, et je la maintiens bien entendu cette vidéo, il faut avoir un minimum de jugeote pour se dire que coller une banane avec un bout de scotch, ou vendre une statue invisible, c'est pas de l'art, soyons très très sérieux. Si un critique, si un universitaire vous dit que c'est de l'art, non désolé, c'est pas de l'art. Bon, je sais que vos pères vous ont dit qu'il fallait dire ça, mais quelqu'un qui est complètement autonome, qui est pas conditionné, et qui est capable de voir la réalité telle qu'elle est, évidemment ce n'est pas de l'art. Cependant, donc le marché de l'art, faut comprendre, même le marché de l'art physique, il est lourdement truqué. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est un marché qui permet de défiscaliser, qui permet un blanchiment de fraude fiscale
parfois illégal, parce que le blanchiment de fraude fiscale, fondamentalement, c'est illégal, mais parfois légal, c'est-à-dire que vous faites l'équivalent d'un blanchiment de fraude fiscale, mais légalement. C'est un marché qui pèse autour de 68 milliards de dollars, si ma mémoire est bonne, alors que le marché des tomates doit peser autour de 130 milliards. Et la demande, en fait, pour les œuvres d'art, pour tous les gens qui veulent défiscaliser, est beaucoup plus grande que l'offre. Et c'est ce qui explique qu'il y ait des œuvres qui partent à des prix complètement délirants. Comment ça marche, le trucage du marché de l'art? Il marche de plusieurs façons. D'abord, vous êtes, vous, un collectionneur, imaginons un riche collectionneur de la Nouvelle-Orléans, et vous avez une grande collection de Roy Lichtenstein, qui pour le coup est un vrai artiste. Et cette collection, vous décidez d'en donner une pièce à un musée de la Nouvelle-Orléans. Alors vous dites au musée, écoutez, je voudrais 3 professeurs très connus, très cités, qui ont un H-index tout bien comme il faut, et ces professeurs, j'aimerais qu'ils écrivent que mon Roy Lichtenstein que je vais leur donner, il est tellement bon, il est tellement spécial, il est tellement historiquement important, qu'il vaut 30 millions. Donc, évidemment, si en échange ils le reçoivent dans leur musée, les professeurs bidules et les professeurs machin, ils vont s'empresser d'écrire ça. En plus, eux, en échange, ils auront des thésards, des post-docs, du matériel, une chaire, etc. Donc, vous payez les professeurs machin et les professeurs bidules pour vous dire que votre œuvre d'art vaut 30 millions. Alors que peut-être qu'en fait, elle n'en vaut que 5. Il n'y a pas de moyen dans le marché de l'art de savoir exactement ce que vaut une œuvre d'art, à part ce qu'on appelle les ventes sous le marteau, c'est-à-dire les moments où il y a soit une cession, soit une mise aux enchères qui détermine le prix. Autrement, comme personne n'est capable de donner un prix à la valeur intrinsèque d'une œuvre, tout est permis. Vous pouvez avoir une œuvre qui vaut rien, et on va y revenir, et qui devient une œuvre qui vaut une fortune, et vice-versa d'ailleurs. Donc, vous êtes un multimillionnaire qui veut défiscaliser, vous donnez votre Roy Lichtenstein à un musée de la Nouvelle-Orléans, et vous déclarez donc que vous avez fait un don de 30 millions de dollars, alors qu'en réalité, vous avez fait un don de 5. Donc pour les impôts, vous avez fait un don de 30, donc ça vous est enlevé des impôts. Mais mieux que ça, non seulement là, vous avez défiscalisé comme un gros porc, mais en plus, votre collection à vous, elle prend de la valeur aussi, vu qu'il y a le professeur machin et le professeur bidule qui ont dit que, par écrit, dans des revues sérieuses, même dans des musées parfois s'ils en sont conservateurs, que le Roy Lichtenstein que vous leur avez donné valait 30 millions, donc le reste de votre collection vaut encore plus. Ce qui fait que non seulement vous payez pas d'impôts, mais en plus votre fortune augmente. Not bad, not bad. Et elle n'est pas imposable, parce que vous n'allez pas être imposé sur les plus-values virtuelles de ces œuvres d'art dans vos collections. Donc c'est tout bénef, et c'est tellement une machine brutale à faire de l'argent, que évidemment, il n'y a pas assez d'artistes en fait pour assouvir la cupidité de tous ces gens-là. Alors du coup, ça fait que vous pouvez faire monter des artistes plus ou moins bidons, plus ou moins sérieux. En ce qui me concerne, au regard de l'histoire de l'art, j'ai quasiment aucun respect, par exemple, pour Jeff Koons, en particulier pour le Jeff Koons actuel, c'est-à-dire une franchise, avec un atelier de centaines de personnes et des accusations de plagiat littéralement toutes les semaines parce qu'ils ont plus d'idées, et Jeff Koons signe simplement ce que l'atelier lui sort, mais pour l'instant, il n'y a plus aucune créativité de son côté. Alors, vous me direz, encore une fois, le gars qui a inventé Garfield, Jim Davis, fait pareil maintenant, parce qu'après tout, c'est comme Disney, Disney signait pas tous les Picsou, il y avait même une école de Picsou géants en Italie, avec des très bons dessinateurs italiens, Picsou est super populaire en Italie, donc bon, pourquoi pas. Mais là, c'est de l'art, c'est pas pareil. Je veux dire, quand je parle de Jeff Koons, c'est censé être de l'art. Quand je parle de Disney, c'est de l'art appliqué, c'est autre chose, il y a le côté industriel qui est assumé, comme pour un architecte par exemple, qui peut signer des plans ou signer des chantiers. Mais donc en tout cas, comprenez qu'économiquement, c'est une machine à cash, en fait, le marché de l'art, parce que vous défiscalisez, en plus vous passez pour un héros, vous êtes donateur, il y a une aile de tel musée qui va porter votre nom, etc. Et puis, fondamentalement, votre fortune n'a fait qu'augmenter, pas baisser. Et puis donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est très facile de manipuler l'opinion, c'est-à-dire que si vous êtes par exemple un hedge fund, et que vous voulez faire monter tel ou tel artiste, vous payez un doctorant, pas un doctorant, vous faites ça industriellement, vous payez un département à Saint-Pétersbourg, un département à Vienne, un département à Stanford, un département à Cambridge. Donc quand je dis département, ça veut dire vous mettez 2 chaires, des post-docs, des assistants de professeurs et des doctorants, avec des bourses dont le but concret et avoué est de dire tel nouvel artiste qui vaut rien pour l'instant, en fait, il vaut beaucoup. En fait, c'est un génie, il a contribué complètement à la réinterprétation du postmodernisme, et ensuite, boum, vous faites x10 sur cet artiste, parce que vous, en fait, vous êtes son mécène, vous avez des pièces, des œuvres de lui ou d'elle, et avec les professeurs bidules, les professeurs machin et les professeurs chouettes à Saint-Pétersbourg, en Autriche, à Cambridge ou à Stanford, qui ont tous écrit en chœur que c'était le nouveau Léonard de Vinci, vous allez littéralement faire, en fait, pas x10, x100, x1000, et c'est légal, c'est ça le truc complètement dingue. C'est-à-dire que si vous faites de la manipulation de cours sur les marchés financiers, normalement, bon, et évidemment, les juges étant ce qu'ils sont aux États-Unis et les connivences étant ce qu'elles sont, c'est plus compliqué que ça, mais normalement sur le papier, vous allez en tôle. Si vous faites ça avec les œuvres d'art, vous allez absolument pas en tôle, tout va bien. Et en fait, du jour au lendemain, vous pouvez créer une hype sur un artiste
et faire des culbutes absolument monumentales. Les NFT donnent un pouvoir encore plus grand à ça, parce qu'ils ont ce côté scalable à la production, ils ont ce côté où vous pouvez en vendre plein et en fabriquer plein, mais vous avez encore tous les avantages, et demain les législations le permettront encore plus, d'avoir pourquoi pas de la défiscalisation si vous faites des musées, etc. Bon. Alors, juste pour œuvres d'art qui passent de 0 à 100 très rapidement, bah, on peut penser bien sûr au Salvator Mundi, qui a été acheté littéralement dans une brocante, en fait, au départ, l'équivalent d'une brocante aux États-Unis, et je crois que justement c'était en Louisiane, et au début il valait quelques milliers de dollars. Et en fait, ce sont les acheteurs qui ont payé pendant des années, parce qu'évidemment il y avait un scepticisme total de la part de la communauté académique sur cette œuvre, qui ont payé des recherches, jusqu'à ce que, à partir de nouveaux travaux, notamment en utilisant les rayons X, on observe que cette peinture qui était attribuée à des copieurs, en fait concrètement c'était censé être une copie d'un original de Léonard de Vinci ou de son atelier, et bien au rayon X, ce qu'on voyait, c'est que le Salvator Mundi, en fait, une autre main avait été peinte en dessous. Ça veut dire que l'auteur de cette toile, enfin de cette peinture, je sais pas si elle est sur un panneau de peuplier à deux têtes, mais Léonard peignait beaucoup sur les panneaux de peuplier, ce qu'il faisait à l'époque. Il a peint la bataille d'Anghiari sur un panneau de peuplier, il a peint la Joconde, qui n'est pas une huile sur toile, sur un panneau de peuplier. Je sais pas si le Salvator Mundi c'est le cas aussi. Donc la main, en tout cas en dessous, était différente. Ça peut pas donc être une copie, parce que quelqu'un qui aurait copié le Salvator Mundi, évidemment, ils auraient su d'entrée de jeu dans quelle orientation était la main. Ce qui fait que du jour au lendemain, cette toile s'est mise à valoir plusieurs millions, et quand elle a enfin été vendue aux enchères pour les très très riches de notre temps, à savoir en l'occurrence Mohamed Ben Salman, le chef incontesté de l'Arabie Saoudite, eh bien là, elle est partie pour 500 millions avec la commission de Sotheby's. Donc vous voyez que on peut vraiment, même sur une œuvre historique, passer de 0 à 550 millions, et même en fait sur des œuvres historiques fausses, parce qu'on a eu des falsificateurs qui allaient dans les bibliothèques, qui allaient dans les archives des expositions et qui vous trafiquaient ça avec la bonne colle de l'époque et tout, pour mettre une étiquette qui disait qu'une œuvre était authentique et qu'elle faisait bien partie du catalogue alors qu'elle était fausse. C'est arrivé ça, vu les sommes qui sont en jeu. Donc les NFT offrent cette possibilité maintenant, on a des NFT qui partent pour des millions déjà. Le plus célèbre, il y a déjà 2 ans ou 1 an, c'était Forever Rose, donc la photographie d'une rose qui était partie pour un peu plus d'1 million de dollars, mais tout est à l'avenant des quantités, puisque maintenant on a des NFT qui peuvent partir pour des dizaines, voire potentiellement des centaines de millions. Et avec tout ce côté défiscalisation, etc., demain, si vraiment, en fait, pour cette défiscalisation, il faudrait qu'il y ait des musées, en fait. Il faudrait qu'il y ait des musées qui exposent des grands NFT et que les gens les visitent et que ce soit considéré comme un service public, et vous auriez cet engrenage. Mais maintenant, je voudrais en revenir au Louvre, qui est de loin mon musée préféré, même si il y a plein de musées que j'adore dans le monde, à commencer par la Galerie des Offices ou le musée du Vatican, etc. Mais le Louvre, j'y ai un attachement particulier parce que j'en ai été bienfaiteur et sociétaire après mes différents voyages, et puis quand j'étais petit, j'y allais très souvent, parce qu'il y avait cette politique très sympa de on ne paye pas dans les soirées, dans les nocturnes du Louvre quand on avait moins d'un certain âge, je sais plus. Et puis j'en faisais des guides, des visites pour mes amis étrangers très souvent depuis que j'ai 17 ans, donc j'aime énormément ce musée. Et les confinements, la situation actuelle ont fait que le Louvre a beaucoup souffert. En termes de fréquentation, le Louvre avait une capacité d'autofinancement réelle vu sa fréquentation. Je crois que le budget de fonctionnement du Louvre doit être de l'ordre de 210 millions d'euros par an. Et donc c'est le budget à peu près d'une structure comme l'École normale supérieure plus quelques laboratoires supplémentaires pour donner une idée, donc c'est pas beaucoup pour un musée de cette taille qui génère autant de trafic, c'est pas énorme. Mais le musée a beaucoup souffert, et j'ai même une amie qui vit pas loin du musée du Louvre qui m'a confirmé que pendant les confinements, les œuvres avaient été déplacées, certaines œuvres avaient été déplacées, on voyait des allers-retours de grands camions du côté du Louvre, et donc évidemment l'année 2020 et 2021 n'ont pas été très bonnes pour les recettes du Louvre. Maintenant, ce musée, bon, il a une histoire très particulière, parce que, comme beaucoup de musées, hélas, il est basé sur des vols. Alors, évidemment, dans les documentaires, bien comme il faut, on dit pas vol, on dit prélèvement. L'œuvre a été prélevée, évidemment, contre la vie, bon, c'est rigolo de dire un prélèvement, mais les noces de Cana, par exemple, ont été prélevées. Alors, la Joconde, par exemple, a-t-elle été volée? Non. Elle a été volée pour de vrai dans le Louvre, c'est-à-dire qu'il y a un nationaliste italien qui faisait des réparations au Louvre, qui l'a volée au début du XXe siècle, et qui est parti avec, sous le bras, Pépouze, qui a pris le train, qui est allé jusqu'à Florence, qui voulait la remettre pour qu'elle soit vue à Florence. D'ailleurs, Picasso et Apollinaire avaient été suspects dans ce vol, on les avait accusés d'avoir volé la Joconde pour se faire connaître. Finalement, bon, elle a été retrouvée, etc. C'est une des choses qui a fait que la Joconde a été aussi connue, d'ailleurs, parce que la Joconde n'était pas techniquement l'œuvre majeure de Léonard de Vinci. C'était limite, pour ainsi dire, une commande alimentaire, quoi, un petit peu comme le Saint-Jean-Baptiste. Mais les grandes œuvres de Léonard de Vinci, bah, c'était la Seine, et c'était, bien entendu, la bataille d'Anghiari, même si, à l'époque, Léonard de Vinci était pas très connu. Ah non, c'était l'Adoration des Mages, pardon. La bataille d'Anghiari
d'Anghiari. J'ai dit la bataille d'Anghiari avait été faite sur peuplier, non, c'est l'adoration des mages qui a été faite sur un panneau de peuplier. La bataille d'Anghiari, bien sûr, était une fresque, donc elle a été faite dans la salle des 500 du Palazzo Vecchio à Florence. Donc ça, c'est l'œuvre majeure de Léonard, qui a d'ailleurs été perdue, hélas, avec notamment les réflexions de Vasari. Vasari qui est l'auteur du terme gothique, c'est aussi l'auteur du terme Renaissance. Gothique, c'était une insulte pour Vasari, mais en fait, c'est le style français, c'est pas l'art gothique, c'est l'art français. Fin de la parenthèse. Le Louvre, oui, il y avait des collections de pièces volées. Les Noces de Cana font partie des pièces volées, qui sont encore au Louvre maintenant, avec évidemment les hasards de l'histoire. C'est de loin la plus grande toile du Louvre. Elle est remarquable, elle est bourrée d'autoportraits de Véronèse, et c'est évidemment un chef-d'œuvre absolu, qui fait la taille d'un appartement, je crois qu'elle fait 60 ou 70 mètres carrés. Et celle-là, elle se prêterait très bien à un NFT, ça va de soi. Alors, les Noces de Cana, ce serait pas forcément le premier NFT qu'il faudrait faire pour le Louvre, parce que aujourd'hui, sur une blockchain comme Ethereum, les frais de gaz, donc les frais de transaction, etc., d'authentification, font que si on scannait les Noces de Cana, 70 mètres carrés, je pense qu'on en aurait pour vraiment plusieurs centaines de terras. Enfin, ça dépend du niveau du scan, évidemment, mais peut-être pas des centaines de terras, mais disons plusieurs téraoctets. Là, ça ferait que rien que les frais de gaz pour sortir ce NFT, à mon avis, se compteraient en millions de dollars. Mais ça serait énorme parce que justement, ça justifierait aussi le prix, donc vous auriez sans doute un collectionneur pour l'acheter à 30, 40 ou 100 millions. Et c'est ça l'idée en fait. Si le Louvre scannait avec son niveau de détail, son expertise, sa rigueur, ses connaissances, des œuvres d'art et les vendait sous forme de NFT, il n'y a pas le moindre doute que le Louvre pourrait faire au minimum 400 millions par an. Sur 20 ans. Parce qu'il y a suffisamment d'œuvres d'art et d'expertise au Louvre pour faire la référence absolue du NFT, en fait, que la demande serait évidemment là. Sans parler, bien sûr, du canal des œuvres d'art, parce que là, ça serait des NFT qui viennent du Louvre, donc on pourrait faire des musées virtuels, etc. Et aussi ces vicissitudes, mais qui feraient tourner, en l'occurrence, la conservation, parce qu'autant je vous parlais de ces vicissitudes du marché de l'art contemporain, mais pour le Louvre, ce sont des œuvres anciennes qu'il faut conserver, il faut payer tout un tas de conservateurs, de guides conférenciers et de professionnels des musées et de chercheurs pour les préserver et faire de la recherche dessus. Donc là, ça contribuerait très facilement à payer tout cela. Donc en fait, le Louvre pourrait vraiment prendre... Alors, il faudrait prendre au départ des peintures, des œuvres en 2 dimensions, parce que scanner une statue, là, ça devient tout de suite plus compliqué, mais avec l'argent dégagé par toutes ces ventes, le Louvre pourrait vendre des hologrammes de main d'œuvre. Ce serait absolument fantastique. Un hologramme de la victoire de Samothrace avec l'histoire, etc., la narration. Un hologramme de la Vénus de Milo, un hologramme des captifs de l'Empire, qui est mon groupe de sculptures préféré au Louvre. C'est très intéressant, ce sont des bronzes qui représentent des étapes psychologiques, et même si on le retrouve déjà dans le Laocoon, etc., c'est pas vraiment Rodin ou même Michel-Ange qui a inventé la psychologie en sculpture, les Grecs la réalisaient déjà, et en fait on pourrait même dire les Égyptiens, parce que le scribe accroupi dans toute sa sérénité, il y a un effet de psychologie qui s'en dégage, et il était forcément voulu par l'artiste. Même le buste de Néfertiti, on peut voir que malgré tout le côté serein, détaché, impérial, il y a quelque chose de psychologique dedans. Mais les captifs de l'Empire, là vraiment c'est un chaînon vers Rodin en fait, si on veut prendre des raccourcis. Et c'est un groupe de sculptures que j'aime énormément. Ça demain, scanner magnifiquement. Alors faudrait des blockchains complètement nouvelles, parce que là vous êtes dans les pétaoctets à mon avis, en termes de données sur blockchain. Mais bon, on va progresser. Donc des blockchains qui pourront déplacer des pétaoctets, ça va arriver. Peut-être dans 20 ans, mais ça va arriver. Et donc un hologramme de ça serait complètement dingue. Et la recherche et développement que le Louvre pourrait mener en tant que leader mondial des NFT de la plus grande qualité, parce qu'en fait le Louvre, et c'est là que je voulais en venir, pourrait devenir le leader mondial des NFT de qualité maximale. C'est-à-dire quand on demanderait quelle est l'organisation qui produit les NFT de la qualité la plus dingue, ce serait le Louvre, en fait. Mais donc, commençons par des peintures. Avec une petite visite de tête comme ça, moi je vais vous faire quelques-unes de mes peintures préférées, c'est-à-dire si je vous organise un jour une visite du Louvre, on peut se faire ça, un de ces 4 en nocturne. Voilà les peintures qui seront des passages obligés, en fait. Alors, je vais expédier déjà l'École du Nord rapidement, que j'aime beaucoup, mais c'est plutôt dans l'aile italienne, moi, que j'aime bien aller, la Grande Galerie, etc. Mais dans l'École du Nord, il y a vraiment une peinture que je trouve parfaite, en fait. C'est un niveau de perfection absolu pour moi, d'un point de vue graphique et d'un point de vue artistique. C'est Persée et Andromède de Voigtvel. C'est l'expression absolue du maniérisme hollandais, en fait, avec la torsion, tout ça. C'est ce qu'on retrouve dans le maniérisme, quoi, les coups un peu rallongés, et cette torsion des corps. Et donc,
Persée et Andromède avec en plus toutes ces petites références, donc c'est à la fois une nature morte, parce que vous avez des coquillages, c'est une vanité, des coquillages morts, et puis des crânes, des os, et puis ensuite un nu académique, donc ça tranche complètement, Eros et Thanatos, tout ce qu'il faut pour capter l'attention. Et derrière ce nu académique, vous avez une super perspective, vous avez un dragon qui est très sinisant, qui ressemble à un dragon chinois, et c'est probablement pas un hasard, il y avait énormément de soieries avec des motifs de dragons qui inondaient l'Europe à l'époque, aussi bien à Florence qu'à Bruges, donc c'est pas du tout impossible que Voidveil se soit inspiré de ces motifs-là, pour ce dragon d'eau, que les Chinois auraient d'ailleurs appelé un Kirin. Et vous avez bien sûr donc Persée sur son Pégase. Alors dans les métamorphoses d'Ovide, il est pas sur un Pégase, il a des ailes à ses chevilles, et là dans cette version il est sur un Pégase. Mais bon, c'est une de mes œuvres préférées, vraiment. Si j'avais les moyens d'acheter un NFT de cette œuvre, je supplierais le Louvre de la faire et je l'achèterais direct parce que c'est vraiment une œuvre spectaculaire pour moi. Ensuite, je vous emmènerai, évidemment, alors... Avant de parler de la Joconde, qui reste évidemment une œuvre remarquable, vous avez la Belle Ferronnière au Louvre, vous avez bien sûr la Sainte-Anne, vous avez le Saint Jean-Baptiste de Léonard, vous avez un portrait de Raphaël aussi, qui vaut tout à fait le détour. Il est petit, donc ça pourrait faire des très bons NFT, parce que évidemment la quantité d'informations à stocker sur la blockchain ne serait pas aussi grande qu'avec les Noces de Cana. Mais dans la salle où il y a les Noces de Cana, en face donc de la Joconde, petit tableau versus immense tableau, sur les côtés vous avez des œuvres que les touristes regardent beaucoup moins, et ils ont tort, ce sont les paradis du Tintoret. Enfin, un paradis du Tintoret. Le Tintoret a fait plusieurs paradis, mais donc le Tintoret, il Tintoretto Jacopo Robusti de son vrai nom. On l'appelait pas le teinturier pour rien, il avait une maîtrise des pigments qui était remarquable, et un pigment notamment miel or, qui est typique de chez lui, que vous ne retrouvez quasiment que chez lui. Et quand vous avez en fait ce bleu pastel, ce rose et ce pigment or, vous êtes quasiment certain en un coup d'œil que c'est un Tintoret. Avec évidemment quelques éventuels contre-exemples, mais il faut vraiment aller les chercher loin. Et le paradis de Tintoret, là aussi, ça fera un NFT complètement dingue. En tout cas, moi, si je vous faisais visiter le Louvre, je vous mettrais devant le paradis de Tintoret, parce que c'est une œuvre d'une beauté, d'une vibrance, ça vibre quoi, c'est presque précurseur de Van Gogh en fait cette œuvre. Vous la recadrez avec vos doigts, vous essayez comme ça de voir que des bouts, vous verrez que ça ressemble quasiment à du Van Gogh, cette touche en fait, et c'est ça qui est remarquable chez le Tintoret. Vous retrouvez aussi chez le Gréco, ça tombe bien, le Louvre a aussi des œuvres du Gréco, très peu, mais le Louvre en a, et ça fait partie après la Grande Galerie, d'autres choses qu'on pourrait vous montrer. Il y a aussi, je crois, un Turner au Louvre qui est inachevé. Et puis donc le long de la Grande Galerie, un NFT qui serait très très sympa. J'essaie de pas de prendre que des œuvres tarte à la crème que tout le monde connaît, comme la Sainte-Anne, comme le Saint Jean-Baptiste ou la Joconde. Vous avez Volterra, un David et Goliath de Volterra, parce que c'était les grands débats qui dataient de Léonard. Léonard et Michel-Ange se fritaient tout le temps, mais ils avaient une différence d'âge, ils avaient une différence de personnalité. Léonard était solaire, était un personnage très mondain, très extraverti, puis Michel-Ange était littéralement autiste. Il pouvait avoir une concentration absolue et totale sur quelque chose pendant des mois, sans se doucher, sans se laver, il gardait ses bottes sur lui, il dormait avec, il avait des croûtes. Enfin, Michel-Ange, c'était la dévotion totale à son projet. Et évidemment, les deux se détestaient. C'est d'ailleurs pour ça que les Florentins avaient voulu mettre en compétition Léonard et Michel-Ange dans la salle des 500 en disant voilà, vous allez... Comme Léonard avait la réputation de procrastiner comme un dingue, il livrait, on n'a que 15 œuvres de Léonard qui nous restent, et ben ils se sont dit si on le met face à Michel-Ange, son ego va être piqué, il va se sentir obligé de livrer. Et effectivement, Léonard a livré une partie de la bataille d'Anghiari, alors que Michel-Ange n'a pas livré ses fresques, lui, de son côté. Donc il y avait ce grand débat entre Léonard et Michel-Ange sur quelle est l'art majeur, est-ce que c'est la peinture ou la sculpture. Et en fait, Léonard attaquait Michel-Ange en disant qu'il peignait comme un sculpteur. Et c'est vrai, en fait, Michel-Ange peignait comme un sculpteur. C'est ce qui donne cet effet bande dessinée de la Chapelle Sixtine, que vous allez retrouver aussi chez Botticelli, qui a un côté presque Tintin. Quand vous regardez un Botticelli, c'est quasiment du Tintin, en fait. C'est presque la ligne claire avant la ligne claire. Michel-Ange maîtrisait pas le clair-obscur, par exemple. C'est quelque chose que vous ne trouvez pas chez Michel-Ange, mais que Léonard maîtrisait à la perfection, avec des couches de peinture qui faisaient que ses œuvres mettaient des décennies à sécher, et en fait il peignait avec des couches comme ça, alors que bon voilà, Michel-Ange c'était quasiment le dessin direct. En fait, on aurait pu dire qu'il peignait lui aussi comme un dessinateur, comme un Hergé, etc. Et Hergé n'aurait jamais mis de couches successives, c'est l'opposé de la ligne claire. Dans Hergé, vous avez même pas les ombres en fait. Le but d'Hergé, c'est d'enlever même les ombres autant que possible dans une case de Tintin pour que la lecture soit plus simple. En fait, Michel-Ange, c'est ça, comme avant lui Botticelli. Mais donc, dans cette idée que la sculpture est supérieure à la peinture, Volterra a voulu montrer que la peinture pouvait dégager un effet 3D différent, en faisant donc une ardoise. En fait, il a peint une ardoise, elle est donc visible au Louvre, et vous voyez David contre Goliath des deux côtés.
Donc les deux côtés de l'ardoise sont peintes. Alors c'est une ardoise, c'est fragile, donc elle a été cassée, le Louvre l'a restaurée, mais c'est une œuvre superbe, et ça aussi ça fera un NFT qui déchirerait tout à mon avis. Donc j'adorerais que le Louvre fasse ça, parce que dans le monde des NFT aujourd'hui, il y a des daubes en fait. Il y a plein de projets qui sont en fait tout pétés, qui valent rien, et qui faute de mieux, sortent des NFT qui se vendent. Et moi ce que j'aimerais évidemment, c'est que la France, dans son ensemble, que le Louvre le fasse aujourd'hui, demain que ce soit le musée d'Orsay, le musée du Quai Branly. Pour le musée du Quai Branly, ça demanderait beaucoup plus d'efforts, parce que c'est très souvent des objets d'art tridimensionnels, mais c'est pas impossible, comme on l'a vu. Mais j'aimerais, voilà, que la France devienne le leader de ça, la référence absolue, avec la possibilité d'exposer des œuvres digitales, parce que le Louvre aurait mis au point les meilleures références de scanner, en fait, des œuvres, avec aussi les bonnes informations à leur ajouter sur leur histoire, d'éventuels guides, etc., de sorte qu'on puisse, en fait, afficher des œuvres du Louvre dans d'autres musées, sous licence, vendues comme des NFT. Parce que le Louvre, c'est cette belle expression de Bénédicte Savoie, c'est un scandale extraordinaire. J'aime beaucoup cette expression vraiment de cette chercheuse de l'université technique, je crois, de Berlin, parce que c'est vrai, c'est-à-dire que le Louvre, c'était un scandale dans le sens où ils étaient volés des œuvres en Italie, etc. Même si, encore une fois, la Joconde n'a pas été volée, elle a bien été cédée vraisemblablement à Salaï, l'apprenti, et certains vous diront aussi amant de Léonard de Vinci, qui lui-même l'a vendu ensuite, après sa mort, à François Ier au royaume de France. Donc c'était vraiment une acquisition régulière, mais autant les Noces de Cana, oui, c'est une œuvre volée, il n'y a pas de problème, on est allé comme des porcs la prendre à Venise et on l'a jamais ramené, comme on a fait d'ailleurs pour le lion de la place Saint-Marc, tout simplement, mais qui a été restitué quand même, parce que quand la France a été vaincue sous Napoléon, des commissaires sont venus pour récupérer, évidemment, des œuvres, notamment avec Canova. D'ailleurs, c'est marrant qu'on ait le baiser de Canova, Psyché réveillé par le baiser de l'amour, qui est une œuvre majeure, une sculpture majeure du Louvre. Je lui préfère d'ailleurs la Vestale de Houdon, qui à mon avis est la Joconde en sculpture. Peu de gens vont visiter la Vestale au Louvre, mais la Vestale de Houdon, en fait, c'est quasiment la Joconde de la sculpture, si on devait faire des raccourcis touristiques, mais je pense vraiment ce que je dis. Sans parler après des œuvres magnifiques de l'Antiquité, etc., les Sumériens, les Égyptiens, que vous avez au Louvre, et puis bon, vous avez aussi les bijoux de l'impératrice, tout ça. Mais donc, si on en revient au tableau, ce qui serait merveilleux, ce serait que le Louvre crée le standard absolu des NFT. Et en continuant, en fait, si on veut prendre l'avantage de ce qui se trouve en France en matière de supériorité culturelle, en un sens, pas dans le sens supériorité de la culture française, mais dans le sens du leadership de certaines institutions, comme le Louvre, comme le musée d'Orsay, comme le musée du Quai Branly, et comme l'UNESCO. Donc l'UNESCO est à Paris. Bon, dans un bâtiment dont je déplore l'esthétique, mais l'UNESCO se trouve à Paris. Or l'UNESCO a le patrimoine immatériel. Et là aussi, alors, par exemple, vous savez que le repas gastronomique des Français, c'est au patrimoine immatériel. La diète méditerranéenne, c'est au patrimoine immatériel. L'équitation de la haute école française, le cadre noir de Saumur, etc., c'est au patrimoine immatériel de l'humanité. Donc la France est un des premiers contributeurs individuels au patrimoine immatériel de l'humanité. Mais vous avez aussi les traditions des peuples premiers, certains chants, certaines danses, etc., c'est remarquable. Et ben là aussi, ça se prêterait totalement au NFT, en fait, comme moyen de financement. C'est-à-dire que vous pourriez dire à des grandes fortunes, financer l'émission d'un NFT qui va permettre de préserver tel ou tel patrimoine immatériel parce qu'il sera échangé, parce qu'il sera montré dans des musées. C'est le NFT officiel de l'UNESCO qui représente qui la charpente de tradition française, qui le repas gastronomique des Français, qui le cadre noir de Saumur, ou qui tel chant traditionnel ou telle langue sifflée des hauts plateaux d'Anatolie. Vous auriez un moyen de financement qui serait absolument stellaire, soyons très très clairs là-dessus, mais en plus vous aurez un moyen de préservation, parce que ces NFT, le but c'est qu'ils préservent ce qui est inscrit digitalement sur la blockchain avec. Donc il y a un potentiel de dingue. Le seul obstacle en fait, c'est le côté complètement conservateur et plan-plan, et en réalité lent de l'administration française, qui est pas du tout capable de prendre ce genre d'initiative. Mais si ça lui était présenté de la façon la plus claire, limpide, avec les opportunités que ça représente, et le bon sens même en matière artistique comme en matière d'œuvres digitales, de patrimoine immatériel de l'humanité, ça pourrait se faire. Et à mon avis, d'abord, rien que pour le Louvre, j'insiste, ça pourrait générer sans aucun problème 400 millions par an. Mais 400 millions par an, c'est vraiment une estimation très conservatrice. Donc le budget du Louvre serait complètement couvert. Et le Louvre pourrait même s'enrichir de nouvelles ailes, de nouveaux centres. Pourquoi pas demain construire un pont habité à Paris pour faire un musée avec d'autres collections du Louvre, parce que vous savez que Paris avait des ponts habités. D'ailleurs, c'est très bien représenté dans Le Parfum, le roman, mais c'est une réalité médiévale. Enfin, au Moyen-Âge, Paris avait des ponts habités comme le pont de Tevecchio, sauf que tous les ponts de Paris étaient habités. Ça posait des problèmes de salubrité et d'intégrité structurelle, parce que des maisons s'accumulaient dessus et les ponts s'effondraient. Et à la Révolution, en fait, il y a eu cette idée qu'un
pont devait être complètement détaché, vide, et c'est comme ça que Paris a perdu ses ponts habités. Mais demain, le Louvre, en dégageant 400 millions par an, donc 200 millions de bénéfices, pourrait très bien financer la construction d'un pont habité, d'une aile supplémentaire du Louvre, avec des œuvres d'art de ses collections qui ne sont pas exposées parce que le Louvre n'a pas la place, et pourrait demain même créer une université mondiale des NFT avec ces moyens-là. Je vous parle pas de ce que pourrait faire le musée d'Orsay, là aussi ça serait super parce que les deux musées sont quasiment en face l'un de l'autre, enfin pas tout à fait, ils sont décalés, mais on pourrait par des réseaux de ponts habités les faire un petit peu communiquer via des promenades. Ça nécessiterait bien sûr de sortir quand même sur les quais, mais de les faire communiquer, et là aussi ces musées s'autofinanceraient, et pourraient même en fait dégager des surplus très impressionnants pour financer la recherche, financer l'innovation dans tout un tas d'autres secteurs. Ça serait incroyablement excitant. Sans parler donc de ce qui pourrait être fait à l'UNESCO, puis surtout, une fois que ce serait fait avec le musée d'Orsay et le Louvre, il y a plein d'autres musées en France qui pourraient le faire, et j'appellerais vraiment ça de mes vœux, parce qu'on parle de brader le patrimoine français à cause de la crise, de la dette, etc. En réalité, le patrimoine immatériel, présentable, vendable, négociable de la France est absolument énorme, et la France pourrait envisager même de recouvrir une partie significative de sa dette juste en émettant comme ça des œuvres et des biens sur blockchain.